Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Nous allons vous raconter l'histoire de cet incroyable revirement qui a provoqué l'euphorie sur les places financières à travers le monde. Donald Trump suspend pour 90 jours les surtaxes douanières pour les pays visés. Les bourses se sont envolées à la clôture, plus 7% pour le Dow Jones, plus 12% pour le Nasdaq, la plus forte hausse en séance depuis 17 ans. Le CAC 40 explose. Regardez l'envolée tout d'abord des bourses européennes, Paris, Francfort, Londres. Et pareil pour les bourses asiatiques, c'est spectaculaire. En réponse à ce revirement, l'Union européenne a mis sa propre riposte sur pause, mais la guerre commerciale est très loin d'être terminée. L'heure est plus que jamais à l'incertitude. Wall Street vient d'ouvrir en baisse. Le bras de fer entre Donald Trump et le reste du monde est entré dans une phase délicate de négociation. Et face à Pékin, le président américain a même durci le ton en augmentant de 125% les droits de douane pour la deuxième puissance mondiale. La Chine est désormais la seule à tenir tête à l'Amérique. Trump joue avec nos nerfs, mais dans quel but? Le président américain est accusé par des démocrates d'avoir manipulé les marchés pour profiter de la remontée des cours boursiers en encourageant les actionnaires à acheter. Certains crient au délit d'initié. Trump ou les marchés, qui manipule qui? C'est le thème du grand dossier ce soir. Écoutez Donald Trump qui explique face caméra hier soir les raisons de cette volte-face, un geste d'une grande mansuétude. J'ai trouvé que les gens s'agitaient un peu. Ils devenaient fébriles. Ils devenaient un peu fébriles, un peu effrayés. Et partons tout de suite à Wall Street, retrouver Thierry Coiffier, notre correspondant en direct de New York. Bonsoir Thierry. L'électrochoc Trump a galvanisé les places financières à la clôture, mais l'accalmie ne fut que de courte durée. Ah, tout à fait, Marie-Aline. Ici, l'ambiance est à la méfiance parce que les principaux indices de la bourse de New York sont en baisse. Je vais vous les donner en temps réel. Le S&P 500, vous savez, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, est en très forte baisse. Là, on va presque atteindre les 3%. Le Nasdaq dépasse, lui, une baisse de 3%, 3,5%. Donc, vous voyez, c'est quand même des baisses qui sont très conséquentes. Le Dow Jones, c'est la même chose avec moins 2,30%. Pourtant, j'allais vous dire que la matinée ici à New York avait bien commencé avec les chiffres de l'inflation du mois de mars, que les prix sont en baisse pour le mois de mars. Le président Trump s'en est d'ailleurs, il y a quelques minutes, félicité sur son réseau social. Mais j'allais vous dire que pour le reste, l'inquiétude reste de mise. Cette baisse de l'inflation a fait chuter le dollar. Le prix du pétrole est en chute libre. Il descend sous les $60. Et vous savez qu'ici, aux États-Unis, les producteurs américains ont un seuil de rentabilité de $65. Ça crée beaucoup d'inquiétude. Et puis, vous l'avez très bien décrit, Marie-Aline, l'incertitude majeure, c'est cette guerre économique avec la Chine, parce que désormais, il y a des droits de douane de 125% côté États-Unis. La Chine n'entend pas se coucher, comme on dit au poker, parce que ça ressemble à une partie de poker. 95% de contre-tarifs. Et l'issue de cette guerre est incertaine, même si le président Trump l'a dit dans le bureau ovale au cours d'un point presse hier. Le président Xi Jinping est un ami, je l'apprécie beaucoup. Il s'est montré ouvert à la négociation. De même que la Chine, via un porte-parole du ministère du Commerce il y a quelques instants. La Chine est disposée à négocier. Reste à voir ce que donnera la suite de ces négociations. En tout cas, les traders qui sont derrière moi là à Wall Street doivent avoir bien hâte que cette semaine sous haute tension se termine. Merci beaucoup Thierry Coiffier ce soir en direct de New York, notre correspondant pour TF1 LCI. On comprend bien à la fois l'effervescence et l'inquiétude. Alors pour comprendre ce qui se joue, accueillons dans ce grand dossier ce soir Christian Saint-Etienne, bonsoir. Bonsoir. Économiste universitaire, analyste politique. Samantha de Bendern, bonsoir. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, analyste politique à la Commission européenne et ancien officier politique de l'OTAN. Et Grégory Phillips, bonsoir, rédacteur en chef international pour LCI. Je le disais, l'heure est plus que jamais à l'incertitude. On a vu les bourses asiatiques qui ont clôturé en forte hausse, les bourses européennes qui se sont envolées à l'ouverture, mais Wall Street qui a ouvert en baisse, car on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ce qui s'est passé hier est absolument
historique, a déclaré un fin connaisseur des marchés financiers qui n'avait pas vu une telle envolée de Wall Street sur une journée depuis la crise de 2008. Christian Saint-Etienne, est-ce que le monde reprend enfin son souffle? Temporairement, je pense qu'on va avoir du yo-yo pendant 90 jours. Et en supposant qu'il y ait vraiment un accord qui intervienne à cette échéance ou avant. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'exciter pour les baisses ou les hausses chaque jour. Il faut regarder un peu les tendances moyennes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la situation internationale est très confuse. Et je pense que vous y reviendrez tout à l'heure. Je pense que pour l'administration Trump, on a assisté à un retour au réel parce que on commençait à avoir le véhicule américain qui commençait à se diriger vers le fossé, donc en tout cas le véhicule de l'administration des Trump. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt la corde de rappel du marché sur la politique de Trump. Oui, on va vous expliquer pourquoi Donald Trump a fait ce revirement. Mais ce soir, on respire un peu, Samantha? Non. Même pas. Non. On est là. Je vais mettre mon autre chapeau que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai fait 10 ans dans la finance. Je travaillais dans la banque américaine Merrill Lynch et j'ai été conseillère d'investissement financier inscrite à l'AMF ici en France. Donc j'ai géré des portefeuilles, j'ai vécu la crise de 2008 chez Merrill Lynch, donc dans une banque américaine. Donc je vais essayer de vous expliquer que mon autre chapeau, c'est que d'abord, quand les marchés se cassent la figure, c'est une vraie opportunité d'achat pour ceux qui ont de la liquidité. C'est une chose. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont décidé, c'est le moment de se positionner sur les marchés, ça a expliqué la hausse. Il y a aussi eu un espèce d'effet de soulagement en se disant, Trump a encore fait des annonces pour choquer, mais que la réalité, c'est qu'il veut essayer de négocier, de trouver un équilibre. Donc, il y a un petit peu plus de... Il y a un sentiment qu'on ne va pas vers une catastrophe totalement cataclysmique. C'est ça qui se profilait la semaine dernière. Il y a eu des indices extrêmement inquiétants. L'or, qui normalement monte en période de crise, a commencé à baisser un tout petit peu en fin de semaine dernière. Il y a eu une crise sur le marché obligataire américain qui est un signe de très grande fragilité. Et donc c'est pour ça que Trump, d'ailleurs, a réagi. Mais le fond du problème, lui, là, le fond du problème, c'est une grande instabilité. C'est que les États-Unis, qui sont le socle de l'économie mondiale, le dollar et les obligations d'État américaines, qui sont le refuge en temps de crise, ne sont plus vus aujourd'hui comme vraiment quelque chose de viable, de stable et de fiable. Et donc le fond du problème, il n'est pas parti. Donc les traders, les gérants de fonds prennent des opportunités aujourd'hui. À mon avis, ça ne reflète pas une santé économique. Et, enfin, la santé économique, la vraie économie, elle va pas si mal que ça, mais une santé boursière qui est complètement dépendante des humeurs d'un seul homme. Oui, c'est ça qui fait trembler le monde. Nous allons vous raconter à présent, grâce à Grégory Phillips, l'histoire de cet incroyable revirement minute par minute en se basant sur le fuseau horaire de Washington. Et je me permets d'accueillir dès maintenant Frédéric Ancel, géopolitologue, spécialiste évidemment des questions internationales, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans le grand dossier. Avant de nous entendre, Frédéric Ancel, on va justement, avec Grégory Phillips, rappeler minute par minute qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à cette volte-face spectaculaire. Alors, après le coup de tonnerre de mercredi 2 avril, un jour de la libération selon Donald Trump, où il a annoncé cette fameuse hausse des droits de douane, tout s'est enchaîné. Et on commence par dimanche dernier, à son retour à la Maison-Blanche, dans Air Force One, Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor, veut discuter avec le président américain. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on est à bord d'Air Force One ? Parce qu'après avoir déclenché cette guerre commerciale inédite, Trump est allé golfer tout le week-end en Floride, à Mar-a-Lago. Et dimanche, il reprend l'avion, ça c'est l'agenda de la Maison-Blanche qui nous le précise, dans l'après-midi. Et Scott Bessent, effectivement, redoute un lundi noir. Il se dit, ça va être la catastrophe sur les marchés demain, il faut impérativement que j'ai un moment seul à seul avec le président. Donc il prend Air Force One avec lui pour aller jusqu'à la base d'Andrews, près de Washington, et dans l'avion, ils ont une conversation d'homme à homme, et Bessent lui dit on va droit dans le mur, il faut faire quelque chose. À ce moment-là, Trump n'est pas encore convaincu, sa réponse en gros, c'est dire ok, ça va faire un peu mal,
mais ça ne va pas durer longtemps et l'économie américaine va s'en remettre. D'ailleurs, dès le lendemain, lundi, Trump assure sur son réseau Truth Social et dans les médias qu'il y a déjà de nombreux pays qui viennent négocier et que finalement, cette crise économique qu'on sent arriver ne sera qu'un mauvais moment à passer. Mais la pression, elle ne cesse de monter. Mardi soir, débat sur Fox News, la chaîne conservatrice plutôt acquise à Donald Trump. Les sénateurs républicains sont en train de débattre et durant la dernière coupure pub, un des sénateurs républicains demande au présentateur l'autorisation de quitter le plateau. Oui, alors, et juste avant, Trump était à Washington devant des représentants républicains, et c'est la fameuse scène où il leur avait dit vous inquiétez pas, de très nombreux pays viennent prêter allégeance, on va dire, pour rester poli. Le soir, 21h, c'est l'émission de Sean Hannity sur Fox News. C'est un journaliste ultra-conservateur très connu, très suivi aux États-Unis, et il reçoit de nombreux élus républicains, dont celui-là, John Kennedy, qui est le sénateur républicain de Louisiane. C'est important qu'il vienne de Louisiane parce que c'est un des États qui exporte beaucoup, notamment du soja. Donc il est très concerné par cette guerre économique. Et effectivement, juste avant la dernière coupure pub, le sénateur Kennedy dit au présentateur, à Sean Hannity, « Non mais attendez, j'ai besoin de 15 secondes pour parler directement au président. » Et là, il lui délivre le message de dire « Attention, on va droit à la catastrophe. » Il sait à ce moment-là, via Lindsey Graham, un autre sénateur, que Trump est devant sa télé. L'émission se termine, il a délivré son message, et après vous avez 4 ou 5 sénateurs, on ne sait pas bien, qui appellent directement le président pour faire passer le message. Attention, on va dans le mur, notamment le très influent Ted Cruz. Donc là, on est lundi soir. Trump, pour l'instant, n'a pas encore reculé. Alors, mercredi à 8h du matin, après ce coup de téléphone, sur Fox News, le patron de la célèbre banque JP Morgan prévient qu'une récession est quasi certaine. Oui, ça c'est l'émission du matin sur Fox News, très suivi. Il est 8h du matin et Diamond, effectivement, tire la sonnette d'alarme. À ce moment-là, Trump n'a pas encore changé d'avis. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? À 9h37, Donald Trump publie un message sur son réseau social. « Be cool », c'est le moment d'acheter. Ouais. Restez cool. On y reviendra sur ce message. On y reviendra. Dans le bureau ovale, il reçoit John Thune, qui est le patron de la majorité républicaine au Sénat. Là aussi, Thune essaie de le convaincre. Et puis il s'entretient avec la présidente de la Suisse, qui est évidemment qui est taxée à plus de 30% sur ses produits. Et là, à la mi-journée, on est donc mardi, si je ne me trompe pas, mercredi. On est mercredi, oui. On est mercredi à la mi-journée. Il rencontre 3 hommes dans le bureau ovale. Ces 3 hommes, c'est Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, Howard Lutnick, le secrétaire au commerce qu'on voit derrière moi, puis il y a un 3e homme, Kevin Hassett, qui dirige le Conseil économique. On note quelque chose. C'est Scott Bessent et Howard Lutnick. Et ensuite, Kevin Hassett. Qui n'est pas sur la photo. Ouais. On note en revanche qu'il y a un absent dans le bureau ovale. C'est Peter Navarro, le conseiller économique de Trump, dont on dit que c'est lui qui a imaginé toute cette guerre commerciale. Et là, ces hommes ont une conversation assez franche, avec une grosse inquiétude évidemment pour les bourses, mais aussi pour la dette américaine, avec ces fameux bons au trésor qui commencent à être vendus. C'est le moment, apparemment, où Trump prend sa décision. Il est 13h18 heure de Washington. Il annonce une pause de 90 jours sur les tarifs, 125% de taxation pour les Chinois. La décision tombe, évidemment, le monde entier réagit, et on note que la plupart des conseillers économiques de Trump n'étaient même pas au courant, ils l'ont appris via ce message sur le réseau social. Comme le reste du monde. Très intéressant, Grégory Phillips. Président Saint-Étienne, alors qu'est-ce qui l'a poussé, outre l'avis de ses conseillers, à faire volte-face ? Alors, il n'est pas... parce qu'on a tellement tous dit du mal de Trump, je pense qu'il a une vision assez claire, fondamentale depuis 20 ans, de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire redonner du travail aux classes moyennes. Donc sur ce point, il est assez clair, il veut donc réindustrialiser les États-Unis. Et il pensait, écoutant les théories de Navarro, que la meilleure façon d'y arriver, c'était de taxer le commerce entre les États-Unis et le reste du monde. Et ils ont à l'esprit que, avec les recettes douanières, ils pourraient baisser l'impôt sur les sociétés et que ça accélérerait la croissance. Si ce n'est que les États-Unis, c'est pas seulement un commerçant. Les États-Unis, c'est la première puissance du monde. C'est le pays qui avait construit l'ordre mondial pendant 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc, on ne peut pas, quand on est les États-Unis, faire sauter la baraque pour juste ramasser, entre guillemets, si je peux dire, parce que les estimations varient de 400 à 600 milliards, mais ramasser 400 à 600 milliards de dollars, ce qui fait peut-être 2% du PIB des États-Unis, donc même pas, 1,5. Donc il y a un moment donné, il faut prendre en compte la dimension stratégique. Et ce qui avait énormément choqué aux États-Unis quand il avait annoncé ces hausses de droits de douane, c'est qu'il cognait plus fort sur ses alliés que sur ses ennemis. Et tout le monde était stupéfait. Il n'avait pas annoncé de droits de douane sur la Russie, la Corée du Nord. Alors les gens disent oui, mais il ne fait pas de commerce avec ces pays. Non, mais quand on annonce des changements politiques de cette ampleur, de toute évidence, les gens vont regarder ce genre de détails. Donc il y a eu une réaction d'abord, je pense, de la communauté de défense aux États-Unis qui a dit mais si l'ennemi principal c'est la Chine, on ne peut pas perdre nos alliés, on ne peut pas se couper du Canada ou du Mexique. Donc je pense que ça a joué, a commencé à infuser et que, comme vous le notiez vous-même, l'absence de Navarro est peut-être une indication qu'il revient à plus de réalisme. On va y revenir sur le choix de la Chine comme seul adversaire. Frédéric Ancel, est-ce qu'il a capitulé face au marché ou est-ce que ça fait partie d'un plan ? Alors moi, je suis de ceux qui considèrent que l'hypothèse est double. C'est-à-dire que l'imprévisibilité de Donald Trump, elle est très largement organisée. Lorsqu'il annonce des droits de douane absolument hallucinants, il va de soi qu'à terme, il souhaite deux choses, d'ailleurs dont l'une s'est déjà produite, c'est-à-dire la volonté de négocier de la part de plusieurs dizaines d'États qui se sont moins offusqués que nous autres Européens qui avons quand même les reins assez solides et qui ont dit, bon bah écoutez, calmez-vous, on va négocier, mais bien évidemment, on va rester dans le cadre de notre commerce bilatéral. Plusieurs dizaines d'États se sont, entre guillemets, en quelque sorte, allongés quand même, dans les premières minutes et les premières heures. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc il demande beaucoup pour obtenir un petit peu moins par la suite. Franchement, ça, c'est assez classique. Le deuxième point qui me paraît intéressant, c'est sa très farouche volonté de ne suivre qu'un seul nord à sa boussole, c'est-à-dire, et ça a été très bien dit il y a un instant, une forme de mercantilisme absolu. En réalité, Trump, je pense qu'il ne faut pas chercher chez lui une couche sous-jacente philosophique, politique, théorique. Ce qui a été dit est très juste. Les États-Unis ont fondé l'ordre post-45, sauf que Trump s'en fiche complètement. Et il a démontré déjà lors de son premier mandat, et lors de 3 campagnes électorales, qu'il n'avait ni amis ni ennemis, ni alliés, ni véritable partenaire philosophique en quelque sorte. Les valeurs, la démocratie, tout ça, ça passait derrière, voire ça disparaissait. Et de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est de constater à quel point il profère beaucoup moins d'injures et d'ailleurs, son ton est beaucoup plus, j'allais dire, poli, avec des États qui sont extrêmement solvables. Et pour très longtemps à ses yeux, j'en cite seulement 3 si vous le permettez, l'Arabie Saoudite, le Japon et la Corée du Sud. Alors vous allez me dire, oui, mais ces États ont aussi écopé d'une augmentation de droits de douane. Sauf que, en réalité, il est tout à fait vraisemblable qu'il va décider rapidement de baisser les droits vis-à-vis de ces pays. Et surtout, il ne les admoneste pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des États qui, à ses yeux, présentent une caractéristique, mais alors extraordinairement valorisante. Ils sont solvables, d'une part, et d'autre part, ils vont continuer, a priori, à acheter d'une part, à investir d'autre part, aux États-Unis par centaines de milliards de dollars par décennie. En tout cas, c'est ce qui s'est fait ces dernières décennies. Voilà. Moi, je pense, si vous voulez, qu'on peut aujourd'hui résumer Trump de cette manière-là. Dernier point, si vous le permettez, très rapidement. Je pense, et c'est sous-jacent à votre question, que oui, quand même, il a subi des pressions de la part de son entourage, mais encore une fois, je pense que c'est des pressions sur les niveaux hallucinants, ubuesques de ce qu'il a proposé, mais pas tellement sur le fond. Et moi, je pense qu'on va finir cette séquence, cette crise en quelque sorte, avec de toute façon une augmentation universelle ou quasiment universelle des droits de douane. Simplement, ce sera considéré comme plus raisonnable que ce qu'il avait annoncé au départ. Merci Frédéric Ancel pour votre analyse. Je rappelle votre livre « La guerre mondiale n'aura pas lieu » aux éditions Odile Jacob. Parmi les raisons, on le disait, qui ont poussé Donald Trump à faire ce rétropédalage inattendu, en tout cas par son ampleur, c'est aussi la menace sur la dette américaine, le cauchemar du président américain. Écoutons-le.
Je surveillais le marché des obligations, c'est un marché très compliqué. Mais si vous le regardez maintenant, il se porte très bien. Le marché des obligations se porte très bien en ce moment. Mais oui, j'ai vu hier soir que les gens étaient un peu nerveux. Oui, ils sont un petit peu nerveux. Est-ce que ce marché se porte bien? Eh bien, vous allez évidemment nous répondre et on vous dira pourquoi certains démocrates accusent le président américain de délit d'initié. A tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question: Trump ou les marchés, qui manipule qui? Le président américain est accusé par les démocrates d'avoir manipulé les marchés pour profiter de la remontée des cours boursiers en encourageant les actionnaires à acheter. Certains crient au délit d'initié, à tort ou à raison. C'est ce que nous verrons juste après le rappel de l'essentiel de l'actualité. À la une, c'est la réponse de l'Europe à Donald Trump. L'Union européenne suspend pour 3 mois sa riposte douanière. Nous voulons donner une chance aux négociations, a dit ce soir la présidente de la Commission européenne. Si les négociations ne sont pas satisfaisantes, nos contre-mesures seront mises en œuvre. En politique intérieure, François Bayrou va être entendu dans l'affaire Betaram. Il sera auditionné le 14 mai par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement est accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance des violences et agressions sexuelles au sein du collège-lycée Betaram. François Bayrou, lui, récuse tout mensonge et parle, je cite, de polémiques artificielles. Justice, les juges ont tranché. L'enseignante accusée d'avoir poussé Evaël, 11 ans, au suicide a été relaxée. La petite fille, souvenez-vous, s'était suicidée en juin 2019. Sa professeure avait été accusée de l'avoir harcelée. Selon la juge, les éléments à charge étaient discordants. L'avocate des parents de la petite Evaël annonce faire appel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Trump ou les marchés, qui manipule qui? Le président américain est accusé par le camp démocrate d'avoir manipulé les places financières. C'est le moment idéal pour acheter, disait-il hier, avant d'annoncer la suspension des surtaxes douanières qui a provoqué la remontée des cours boursiers. Donald Trump s'en est même félicité dans le bureau ovale en parlant de Charles Schwab Corporation, une maison de courtage en bourse. Regardez. Voici Charles Schwab. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est en fait un individu. Et il a gagné 2,5 milliards de dollars aujourd'hui. Et lui, là-bas, il en gagne 900 millions. Alors certains crient au délit d'initié. Est-ce que c'est du délit d'initié, vu que tout le monde a été publiquement encouragé à acheter? Sauf si certaines contreparties ont été averties personnellement, quelques heures avant le changement de pied du président, qu'il allait vraiment avoir lieu. Parce qu'on avait déjà eu le premier épisode il y a 2 jours où on avait annoncé effectivement cette période de négociation de 90 jours. Ça avait été infirmé très rapidement derrière. Et donc, certaines personnes ont pu être informées à l'avance. Ça, c'est un premier élément. Mais du point de vue européen, de la pratique politique en Europe, c'est complètement hors norme. C'est-à-dire un président qui félicite des financiers de s'être enrichi du fait de sa politique et de ses allers-retours, c'est complètement atypique, même pour les États-Unis d'ailleurs. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les États-Unis resserrent leur réglementation concernant les délits d'initiés en lien avec les décisions politiques. Samantha de Bendern, délit d'initié, c'est en général, comme l'a rappelé Christian Saint-Etienne, un groupe de personnes qui sont mis au courant de manière illégale de ce qui va se passer. Là, quand il dit acheter, c'est le moment idéal, il parle à tout le monde, le président américain. Oui, si vous voulez, presque tous les banquiers à qui j'ai parlé ces 2-3 derniers jours m'ont dit c'est le moment d'acheter. Parce que c'est quand tout baisse, c'est le moment d'acheter. Donc... est-ce que ça lui est sorti comme ça parce que voilà, c'est parce que c'est Trump et il ne peut pas s'empêcher de tweeter de façon totalement compulsive. Certains ont quand même noté que les actions de son réseau social Truth Social
ont flambé aussi avec d'autres actions de Wall Street. Mais c'est clair qu'il est dans une position où c'est quelqu'un qui a des actions en bourse, il a un portefeuille boursier, et il sait qu'il, lui, tout ce qu'il dit va influencer les marchés. Donc lui-même, vis-à-vis de soi-même, il peut même commettre des délits d'initié. Quand on est en possession d'une information privilégiée, on ne peut même pas en profiter pour soi-même. Donc si vous voulez, tout ce qu'il fait, on peut dire ça. Sa famille doit savoir aussi, son entourage propre doit savoir aussi. Donc là, on est en train d'aborder dans un territoire, là encore, inconnu. À quel moment de l'histoire est-ce qu'on a eu un chef d'État qui fait tellement... de façon tellement extraordinaire, réagir les marchés de ce stade. Et d'ailleurs, tout de suite, des discussions sont en train d'avoir lieu maintenant sur la façon de réguler les personnalités politiques qui ont des investissements en bourse, sachant que leurs actions peuvent influencer leurs actions. Réaction des marchés et des élus, évidemment. Regardez, Grégory Phillips, la colère de Stephen Horsford, représentant démocrate du Nevada, face aux représentants pour le commerce extérieur. Séquence houleuse. S'agit-il d'une manipulation du marché ? Non. Pourquoi pas ? Si c'était un plan, alors comment ce ne peut pas être une manipulation de marché ? Ce ne sont pas des manipulations de marché, monsieur. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que ce n'est pas une stratégie. Nous essayons de réinitialiser le commerce mondial. Toutes nos usines ont délocalisé. Et qu'est-ce que cela a donné ? Vous y êtes vraiment parvenu ? En infligeant d'énormes préjudices au peuple américain, ce qui était notre préoccupation depuis le tout début. Alors, si ce n'est pas une manipulation du marché, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, qui en bénéficie ? Quel milliardaire vient de s'enrichir ? Putain ! Qui est responsable ici ? Parce qu'il ne me semble pas que ce soit le représentant du commerce. On vient de vous couper l'herbe sous le pied. C'est ce que vous disiez, Grégory. Hein. Il l'a annoncé tout seul et les autres l'ont découvert sur son réseau social. Oui, alors premier renseignement, les démocrates reviennent un peu dans le paysage à la faveur de cette guerre économique déclenchée par Trump. On a réentendu Kamala Harris en fin de semaine dernière. Là, vous avez la colère de cet élu démocrate sur cette éventualité d'un délit d'initié. Et juste un point avec cette administration. Alors, Elon Musk n'est pas dans le paysage là ces derniers jours, mais souvenez-vous, il avait eu des problèmes avec la SEC, la commission de régulation des affaires boursières aux États-Unis. Au moment du rachat de Twitter, on est avec des gens qui font peu de cas des règles boursières et des éventuels conflits d'intérêts qui peuvent exister. Ça a été le cas de Musk dans le passé, c'est peut-être le cas de Donald Trump aussi aujourd'hui. Alors Adam Schiff, le sénateur démocrate de Californie, va encore plus loin et lui réclame même une enquête. Je vais écrire à la Maison-Blanche pour demander qui savait en avance que le président allait à nouveau changer d'avis sur les tarifs et si des personnes s'enrichissent. Il y a juste trop d'opportunités de délits d'initiés pour l'administration et les membres de la Maison-Blanche. Et ils ne sont pas au-dessus de ça. Je pense que le Congrès devrait lancer une enquête sur le sujet et nous allons demander des réponses à l'administration. Samantha, est-ce que cette requête a une chance d'aboutir ? Les accusations sont graves, mais encore faut-il avoir des preuves. Mais alors, je pense que ce ne serait pas trop difficile de faire une enquête là-dessus, parce que les actions sont des choses qui sont achetées et vendues publiquement. Et on sait qui les achète et qui les vend. Donc, alors après, si c'est acheté par des sociétés offshore, bon, mais en principe, ça devrait être possible de savoir ce qui a été acheté et quand ça a été acheté. Et après, il faudra dire, est-ce que c'est une opportunité ? Il y a plein de gens qui ont acheté des actions avant l'annonce, c'était pas par des délits d'initiés. Il faudra savoir qui a acheté, quoi, et surtout par quel intermédiaire. Ça devrait être possible, mais est-ce que même une enquête, est-ce qu'elle va mener quelque part dans les États-Unis d'aujourd'hui, même si on les accuse d'être coupables de délits d'initiés ? Et alors, Donald Trump a déjà accusé, reconnu coupable de tout un tas de crimes. Mais oui. Il a déjà été élu. Donc, qu'est-ce que ça va changer ? Et c'est là qu'on se rend compte à quel point l'état de droit est en train de souffrir dans le pays le plus puissant du monde, qui est soi-disant le défendeur de la démocratie. Donc on est vraiment dans les mal barrés. Pas sûr que l'angle d'attaque soit porteur pour les démocrates. Non, et ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où il déclenche la guerre commerciale, un des messages que Trump répète, notamment sur ses réseaux sociaux, c'est « moi, je suis là pour défendre Main Street ». Plutôt que Wall Street. Main Street, c'est l'artère principale dans les petites bourgades américaines.
Bon, là, visiblement, c'est Wall Street qui a profité de la crise de ces dernières heures. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que la SEC a tous les moyens pour investiguer et trouver les réponses. Elle peut obtenir tous les échanges seconde par seconde de tous les intermédiaires financiers. Elle peut remonter ensuite toutes les chaînes, si ce n'est que dès son arrivée, Trump a décapité la SEC. Et donc, on est au-delà du délit d'initié. On est dans la mise en cause, je ne vais pas utiliser le terme de destruction, mais une remise en cause systémique de l'état de droit américain. Et oui, il y a une petite première réaction des démocrates, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir à partir de quand les sénateurs républicains eux-mêmes vont commencer à dire qu'on va trop loin. Ce qui est certain, à l'heure où nous parlons, c'est que la guerre commerciale est loin d'être terminée. Elle est suspendue avec le reste du monde, on l'a vu, suspendue pendant 90 jours. L'Union européenne, elle aussi, suspend sa riposte, mais elle s'est aggravée avec Pékin. Regardez, Donald Trump a annoncé hier soir une augmentation des droits de douane à 125% pour la deuxième puissance mondiale, et il en est fier. Les Chinois, si on y regarde de plus près, les Chinois sont de loin les plus grands truands de l'histoire. Et on pourrait même dire qu'il a poussé la Chine à la faute. Ils ont répondu, ils ont montré au monde qu'ils étaient les mauvais acteurs. Samantha, Christian Saint-Etienne, Grégory Phillips, on est désormais dans un face-à-face Pékin-Washington. On y était depuis 20 ans. La Chine est l'obsession des États-Unis depuis 20 ans. En fait, les États-Unis, on se trompe. Moi, j'ai vécu là-bas, j'étais au FMI. Le sujet, c'est... on croit que c'est le dollar qui dirige les États-Unis. En fait, non. Les États-Unis ont gardé des éléments de leur fondation qui conduisent à penser que, quelque part, c'est toujours le pays désigné par Dieu pour montrer aux autres comment avoir des comportements conformes à la Bible, d'ailleurs, parce que les premiers pèlerins, ils sont partis parce qu'ils considéraient que le roi d'Angleterre se conduisait mal. Oui. Donc, les États-Unis considèrent qu'il est assez normal qu'il soit la première puissance du monde. La Chine, qui a été la première puissance du monde au 15e, 16e, 17e, qui a perdu sa couronne à partir de 1820, quand il y a eu les invasions de la Chine, elle considère que c'est l'empire du milieu, que c'est normal que ça lui revienne. Et Xi Jinping, contrairement à Deng Xiaoping avant, qui était extrêmement prudent, Xi a à plusieurs reprises dit « nous voulons redevenir la première puissance du monde ». Alors nous, en Europe, on ne comprend pas ces discours. On est sorti de l'histoire. On ne cherche pas à être la première puissance du monde ici. On cherche à maximiser les ponts du mois de mai pour que ce soit le plus agréable possible. Donc deux pays gigantesques qui se battent pour être la première puissance du monde, on n'entend même pas ce que ça veut dire. Oui. Mais en fait, eux, ils sont très très sérieux. Et à l'occasion alors je pense quand même que Trump... il n'est peut-être pas complètement revenu en arrière, mais avec ce retour du réel, il a refocalisé sa politique sur l'ennemi principal des États-Unis, qui est la Chine. Alors, c'est pas seulement parce que la Chine veut devenir la première puissance du monde à la place des États-Unis, c'est aussi parce que là, c'est un des rares domaines où Trump est cohérent depuis 20 ans. Il accuse la Chine d'avoir contribuer à la fermeture des usines qui ont mis des millions d'Américains sur le tapis, comme en Europe d'ailleurs. Et pour nous, c'est pas fini, parce que tous les produits qui vont pas aller aux États-Unis vont être déversés ici. Et donc, on risque d'avoir une nouvelle vague de désindustrialisation. Et donc là, il se recentre sur la Chine. C'est aussi un moyen de réunifier les Américains, parce que là, c'est l'ennemi partagé par tout le monde. Dans ce débat, Pascal Boniface nous a rejoint. Bonsoir, géopolitologue, fondateur, directeur de l'IRIS. Merci d'être avec nous en direct. La Chine, c'est un sujet évidemment que vous maîtrisez parfaitement. Alors, on vient d'apprendre à l'instant, la rumeur courait que la hausse de droits de douane attend maintenant 145%. On est passé de 125 à 145% de droits de douane pour la deuxième puissance mondiale. On vient de l'apprendre, Pascal Boniface. Là, on sait que la confrontation était inévitable. Nous y sommes de plein pied.
Oui, en fait, 125-140%, c'est pareil, hein, ça rend les produits chinois inexportables aux États-Unis. Et donc, effectivement, là, on est quand même dans la gesticulation quand on passe de 125-140%. Donald Trump a dit qu'il voulait punir la Chine parce que la Chine avait osé répliquer en augmentant elle-même ses droits de douane aux droits de douane qu'il avait lui-même imposés. Et donc, on voit là, à cette occasion, très bien la conception de Trump. Trump estime tout à fait normal, et je disais Christian Sen tout à l'heure, Trump estime tout à fait normal de taxer les autres pays. Il trouve tout à fait anormal que ses propres produits soient taxés et en réaction à cela. Et donc, mais qu'est-ce qu'il attendait? Les Chinois ne peuvent pas, ni pour des raisons intérieures, ni pour des raisons internationales, ne pas réagir. Pour des raisons intérieures, parce que même si la Chine n'est pas une démocratie, il y a quand même une opinion publique qui est très sensible aux questions de nationalisme. Et en fait, il y a une sorte un peu d'échappatoire. Les Chinois ne peuvent pas trop s'exprimer sur la politique intérieure, mais ils ont le droit de faire de la surenchère sur les questions de fierté nationale. Et puis, aux yeux du monde entier, si la Chine ne réagit pas, elle ne peut pas prétendre à être cette grande puissance qu'elle prétend être. Et donc, il n'était pas possible, d'un point de vue chinois, de ne pas réagir. Sur quoi ça peut déboucher? On peut très bien trouver un accord d'ici quelques temps. Les Chinois acceptent d'acheter les produits agricoles américains dont, par ailleurs, ils ont besoin, et puis ils vont laisser Trump triompher en apparence si eux ont la substance. Et le tout, c'est que Trump puisse dire que, contrairement à Biden, contrairement à Obama, il a inversé la tendance et qu'il a obtenu quelque chose des Chinois, même si, sous sa présidence, le déficit commercial à l'égard de la Chine avait notamment augmenté. Alors regardons ensemble cette phrase du président chinois qui avait été prononcée en 2020 mais qui est opportunément ressortie par le quotidien du peuple, un journal acquis au pouvoir chinois. Le peuple chinois ne provoque pas de troubles mais il n'en a pas peur. Face aux difficultés et aux risques, leurs jambes ne trembleront pas et leur dos ne se pliera pas. La nation chinoise ne peut être ni intimidée ni écrasée. La Chine ne se laissera pas intimider. Alors, il se trouve que j'ai pu échanger ce matin avec des diplomates chinois et le message qui date d'aujourd'hui est exactement le même. J'ai pris quelques notes. On n'a peur ni des pressions ni des menaces. Ce n'est pas la bonne méthode vis-à-vis de nous. Ça ne fonctionnera pas. Si les Américains s'obstinent, nous allons relever le défi et nous irons jusqu'au bout. Vous le disiez tout à l'heure, les Chinois ont taxé à 84% les produits américains et ils nous confirment qu'ils pourront aller plus loin aussi. Avec, en plus, au-delà de ces tarifs qui commencent à devenir un petit peu surréalistes, vous avez raison, 125% et pourquoi pas 300%. Oui. Enfin, peu importe, maintenant c'est un embargo, un blocus, enfin on peut plus commercer avec des tarifs équivalents à cela, mais au-delà des tarifs, ils ont d'autres armes les Chinois. Ils ont les minéraux rares, la possibilité de jouer sur la dette américaine, les monnaies, donc ils sont en tout cas dans les déclarations qu'ils font, et d'ailleurs ils communiquent beaucoup, c'est très intéressant, la communication chinoise depuis quelques jours, le message est très clair, nous irons jusqu'au bout et Trump ne nous fait pas peur. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis devient nucléaire, titre le Télégraphe et Politico. Il faut dire que les deux pays se tiennent. Donald Trump disait, on en parlait avant la publicité, qu'il surveillait le marché des obligations. C'est un marché très compliqué. Alors on rappelle, le marché des obligations, c'est là où s'échangent les emprunts effectués par un pays ou un autre sur un horizon de remboursement qui peut aller jusqu'à 30 ans. Plus les obligations d'un pays sont recherchées par les investisseurs, plus leur taux d'intérêt va baisser. Christian Saint-Etienne, si on regarde justement le rendement des obligations d'État à 10 ans pour les États-Unis, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Alors, il y a eu matière à s'inquiéter la semaine dernière, de toute évidence, et en début de semaine. C'est pour ça, ça a été un des éléments de l'évolution de Trump dans ce domaine. Encore une fois, c'est une évolution où il se recentre sur ce qui est accepté par le leadership américain global comme souhaitable pour les États-Unis. Je pense qu'il a eu des remontrances non officielles, certainement très fortes, parce que le pouvoir aux États-Unis est très différent du pouvoir en France. En France, d'une façon ou d'une autre, ça dépend de l'État et de ses dépendances. Aux États-Unis, il y a 3 centres de pouvoir. Il y a le business, qui est un centre de pouvoir extrêmement puissant, mais il y a un autre centre de pouvoir qu'on a perdu ici, puisque ça s'appelle même la Grande Muette, c'est tout ce qui est militaire, stratégique,
avec une base industrielle qui est surveillée par les commissions de défense du Congrès et qui d'ailleurs comprend à peu près 40% de l'économie américaine, c'est-à-dire même très au-delà de la puissance industrielle et de la production d'armement. Et donc, je pense qu'il y a eu des rappels qui ont été faits à Trump, qu'effectivement, il ne pouvait pas se conduire uniquement sur un mode totalement mercantiliste, y compris j'ai du mal même à le dire en maximisant son patrimoine personnel par les conséquences des décisions qu'il prend. Ça reste indéfiniment choquant pour un Européen en tout cas, et je pense pour beaucoup d'Américains. Donc il a eu des rappels à l'ordre à mon avis assez forts, et il recommence à avoir des négociations avec ses alliés, et il concentre son attention sur la Chine. Donc je pense que en fait, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, ça n'exclut pas qu'à un moment ou à un autre, ce soit le prélude d'une négociation. Parce qu'effectivement, quand on est à ces niveaux-là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de commerce, même s'il faut se méfier, parce que les Chinois peuvent exporter à travers le Vietnam, à travers l'Inde. On avait eu une très forte augmentation des exportations du Vietnam vers les États-Unis. Je pense que les Américains, si la guerre commerciale s'aggravait, surveilleraient ça de près. Mais il est parfaitement possible qu'on en arrive à un moment où c'est presque les orangs-outans qui disent « T'as vu, moi je suis très fort ». Entre Xi Jinping et Donald Trump, voilà. On poursuit ce débat. Pascal Boniface qui est avec nous pour très peu de temps. Qui peut faire plier l'autre entre ces deux titans qui pèsent près de la moitié de l'économie mondiale à eux deux? La réalité, c'est qu'en fait, ils ont quand même besoin l'un de l'autre et ils ne peuvent pas. C'est une question en fait d'affichage. Ils ne peuvent pas céder. Et effectivement, la phrase que vous avez lue, elle est très représentative de l'état d'esprit chinois. La Chine estime qu'elle a émergé et que le siècle des humiliations dont elle a beaucoup souffert est terminé. Et ils veulent montrer qu'on ne peut plus imposer de l'extérieur des obligations inacceptables pour les Chinois. Et donc, ils ne céderont pas. Et après, ils pourront trouver un accord. On peut penser que Elon Musk a intérêt à ce que les choses s'arrangent parce que son entreprise Tesla va déjà mal et sa plus grande usine est en Chine. Et puis la Chine peut très bien faire une proposition aux Américains en disant on va vous acheter des produits agricoles de façon massive parce qu'on en a besoin, et puis vous levez les taxes. Et Trump dira voilà, j'ai obtenu quelque chose que les autres n'avaient pas obtenu. Donc il n'est vraiment pas du tout impossible qu'il y ait un deal, puisque Trump est censé être le maître du deal, et chacun pensera qu'il a gagné et personne n'aura perdu. Mais s'il continue comme ça, il va y avoir du sang sur les murs et tout le monde va en souffrir, parce que quand deux éléphants se battent, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est atteint. Donc on ne peut pas se permettre une guerre entre Américains et Chinois commerciale, parce qu'elle entraînerait une guerre, une crise économique mondiale. Et donc on peut effectivement penser qu'au-delà des postures de « retenez-moi, je vais faire un malheur », et on peut peut-être négocier à trouver quels sont les moyens de sortie de cette crise, parce que là, on peut continuer avec des taxes à 20%, c'est difficile, mais là, 140%, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le rationnel, mais on est vraiment dans la gesticulation totale. Il va y avoir du sang sur les murs, nous dit ce soir Pascal Boniface, ça continue comme ça. Et ça fait écho à ce que dit le directeur général de l'OMC, la directrice générale de l'OMC. Nos projections préliminaires suggèrent que les échanges de marchandises entre ces deux économies pourraient diminuer jusqu'à 80%. Une division de l'économie mondiale en deux blocs pourrait entraîner une réduction à long terme du PIB réel mondial de près de 7%. Samantha, ce serait un choc terrible. Oui, ce serait un choc terrible. Il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'on va peut-être, dans l'histoire, parler d'un avant et après cette semaine de montagne russe, pour ne pas utiliser un autre mot, tarifaire, parce que les États-Unis sont en train de vraiment de jeter à l'eau de jeter à la poubelle, toutes les règles du commerce mondial. Là, on a parlé de l'OMC. Il y a des règles très claires dans l'OMC. Il y a des règles, par exemple, sur les tarifs, qui s'appellent les règles de pays préférentiels, qui impliquent qu'un tarif sur un pays doit être le même pour tous les autres. Tout ça, c'est en train de partir toutes les règles de l'OMC n'existent plus. L'OMC, c'est presque une organisation qui ne contrôle plus rien, qui ne contrôle plus le commerce mondial. Donc là, on est vraiment en train de prévoir ce qui va se passer. Pour moi, c'est extrêmement difficile d'y voir clair, parce que c'est tellement le brouillard, même sur les politiques de Trump, parce que
réfléchissons un peu à sa logique. Il veut que l'industrie se retourne aux États-Unis. Donc, il met des tarifs partout. Et puis, il dit, finalement, je veux négocier des meilleurs tarifs. Mais s'il négocie des meilleurs tarifs, eh bien, il n'y aura plus de tarifs. Donc, la réindustrialisation américaine, elle n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il veut, comme il dit, négocier des deals à zéro tarif, peut-être, avec certains pays? Donc, ça ne va pas améliorer l'état de l'industrie américaine. Donc, on a l'impression que c'est vraiment le chaos. Et pour ceux qui disent qu'ils y voient une logique, moi j'ai beaucoup de difficultés à avoir une logique, à part celle que vous avez mentionnée, c'est celle de l'orang-outan. Bref, je veux être le plus fort, je veux montrer au monde entier que je contrôle tout, qu'avec, je signe un décret, les marchés s'effondrent, des vies sont brisées ou pas, et que c'est ça vraiment la logique. Le manque de logique qui me semble c'est comme une sacrée démonstration de force, Grégory Phillips. Si, la seule logique, c'est celle qui a été déclinée, dévoilée hier par la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a, comme tout le monde, remis The Art of the Deal, le livre de 87, sur la table, en disant « Regardez, c'était écrit dans The Art of the Deal. Oui. » Alors, pour schématiser de manière un peu rapide, je tape très fort, je menace de taper très fort, et puis après, évidemment, je baisse un peu mes prétentions et j'obtiens au moins quelque chose. C'est en tout cas l'explication qui a été fournie par la Maison-Blanche en disant « Regardez, tout était écrit et c'est exactement ce qu'il a fait. » Est-ce que c'est ça qu'il veut appliquer avec la Chine? Le risque est quand même très grand, effectivement, qu'il y ait du sang sur les murs, pour reprendre l'expression de Pascal Boniface. Dans un instant, Jade Partouche, qui nous a rejoint, va nous expliquer comment la Chine est prête à riposter, car Pékin a tout un arsenal pour contrer la guerre commerciale américaine. Et puis, nous partirons aux États-Unis retrouver Justine Jankowski, qui nous parlera du seul adversaire de Trump désormais, Xi Jinping. À tout de suite. Vous êtes au bon endroit sur la 26 devant le grand dossier consacré ce soir à cette question: Trump ou les marchés, qui manipule qui? Le président qui joue avec nos nerfs, ceux des marchés, ceux de la Chine, mène un jeu très risqué. Pékin et Washington se sont préparés à la guerre commerciale. Partons retrouver Justine Jankowski, notre correspondante aux États-Unis, en direct ce soir de Washington. Bonsoir Justine. Trump n'a plus qu'un seul adversaire, Pékin. Oui, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à hier encore, l'administration américaine refusait d'utiliser le terme de guerre commerciale. On a vu le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, être interviewé par des reporters. L'un d'entre eux leur a demandé « Est-ce que vous lancez une guerre commerciale contre la Chine ?» Et il a répondu « J'appellerai pas ça comme ça ». Mais en fait, tout indique que c'est bien le cas. D'abord, dans le langage, avec Scott Bessent, encore lui, on l'entendait tout à l'heure sur NBC, il disait « Vous savez, ces droits de douane, ce n'est pas fait... c'est fait pour relancer l'économie américaine, pour créer de l'emploi et pas pour que les Américains puissent acheter des babioles chinoises. Je cite. Ensuite, il y a eu précédemment le commentaire de J.D. Vance qui comparait les Chinois à des paysans. Ça, c'est sûr que ça n'a pas du tout plu à Pékin, à la Chine, frappée dans sa fierté de manière plus générale. Et de manière plus globale, c'est vrai que Donald Trump, il a une dent contre la Chine, et ce depuis plusieurs années. La Chine qui lui résiste. Je pense par exemple à un dossier qui traîne depuis son précédent mandat, c'est celui de TikTok. Vous savez, l'application, elle devait être vendue la semaine dernière à une entreprise américaine. Les États-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord, et puis la Chine finalement a fait volte-face à la dernière minute, et ça, forcément, ça n'a pas du tout plu au président américain. Merci beaucoup Justine Jankowski avec Mathieu Derrien en direct de Washington. Justine, notre correspondante en direct des États-Unis. Jade Partouche, on va aller plus loin avec vous, car face aux provocations, à la guerre déclarée par Donald Trump, la Chine, elle a une boîte à outils, un arsenal commercial pour contrer Washington. Oui, c'est véritablement un arsenal de guerre commerciale pour très clairement minimiser les frais pour elle et maximiser les pertes pour les États-Unis. L'objectif de la Chine, c'est quoi ? Viser directement les grandes entreprises américaines qui commercent avec les Chinois. Elle a plusieurs cordes à son arc, mais la plus importante, c'est celle-ci. La liste noire, c'est une liste en vérité des entités non fiables sur lesquelles la Chine inscrit les entreprises qu'elle considère comme potentiellement nuisibles à son pays. Une fois que l'entreprise est inscrite dessus, il faut le savoir,
elle ne peut plus commercer avec les Chinois, elle ne peut plus investir dans le pays et les employés les plus stratégiques des sociétés sont même interdits de territoire. Donc c'est une liste extrêmement importante qui existe en vérité depuis 2019, mais que la Chine a commencé à utiliser en 2023 et qu'elle n'utilise véritablement que depuis quelques mois. Aujourd'hui, sur cette liste, il y a 38 entreprises américaines qui sont inscrites. Rien qu'hier, la Chine en a ajouté 6 entreprises américaines. Des entreprises qui, le plus souvent, et c'est ça le plus sensible, travaillent avec la défense américaine. Elles fournissent directement la défense américaine. Elles sont spécialisées dans des technologies de pointe, dans l'intelligence artificielle également. Sur cette liste, par exemple, on retrouve Sierra Nevada ou encore Brink Drone. Je regardais, ce sont des entreprises américaines qui fournissent la NASA en système électronique. Dans la boîte à outils du régime, on trouve également le contrôle des exportations. C'est un outil qui permet en fait à la Chine d'examiner de façon un peu plus approfondie à qui elle vend ses produits et pourquoi elle les vend. En l'occurrence, la Chine utilise particulièrement cette arme sur les terres rares qui sont essentielles aux États-Unis pour alimenter sa défense, mais plus généralement pour ses batteries, pour ses ordinateurs, pour ses téléphones. Les terres rares, on en a besoin pour à peu près tout. Pas plus tard que le 4 avril dernier, la Chine a annoncé l'instauration d'un contrôle des exportations de 7 catégories de terres rares. Alors c'est assez facile quand on sait que aujourd'hui la Chine contrôle 70% de la production mondiale de terres rares. Et que sur la quantité totale qui ont été importées l'année dernière aux États-Unis, 70% venaient de Chine. Donc on le voit très clairement avec ces chiffres, sans les terres rares chinoises, les États-Unis seraient très clairement à genoux. D'ailleurs, quand la guerre commerciale a éclaté en 2018, Donald Trump avait exempté ces terres rares justement des droits de douane qu'elle avait appliqués à l'époque. En résumé, la Chine est beaucoup mieux armée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années quand cette guerre commerciale a véritablement éclaté entre les deux pays. Merci Jade, je rebondis avec vous. Est-ce que la Chine est mieux préparée que les Américains à cette guerre commerciale ? Alors sur les terres rares, les Américains ont tout de même identifié qu'ils avaient un problème. En fait, les terres rares, il y en a partout, notamment aux États-Unis, en Australie, dans d'autres pays, y compris en France. Simplement, personne ne veut vraiment aller miner ces terres rares dans nos pays parce que c'est un peu sale, parce que c'est un peu compliqué. Donc là, les Américains ont déjà voté plusieurs lois pour faciliter ce travail. Et là où la Chine a un avantage, c'est que quels que soient les pays dans lesquels on trouve ces terres rares, ils sont ensuite raffinés, elles sont raffinées en Chine, parce que là aussi c'est un processus qui était extrêmement sale. Alors il y a des innovations en cours pour que ça devienne beaucoup plus facile de raffiner ces terres rares. Ça va prendre un certain temps. Effectivement, ça gênerait beaucoup les États-Unis à court terme. Ce qu'on ne sait pas, je rappelais tout à l'heure qu'il y a quand même une communauté de défense extrêmement puissante aux États-Unis qui a déjà fait voter des lois pour qu'on développe la production de terres rares sur le territoire américain. Il se peut qu'ils se disent, provoquons un clash sur ce sujet avant qu'il y ait une guerre physique réelle, parce que ça va accélérer les investissements pour améliorer la résilience des États-Unis sur ce sujet. Parce que si on était dans une vraie guerre militaire, ça serait extrêmement gênant pour les États-Unis. Ça monte, hein. Oui, il y a aussi d'autres cordes à l'arc des Chinois. Il y a par exemple moins coopérer avec les États-Unis sur le fentanyl. Ça, c'est quelque chose, et tout le monde sait à quel point c'est important pour Donald Trump. Et il y a aussi, par exemple, freiner les importations agricoles. On en a déjà parlé. On a vu en début d'émission un sénateur de Louisiane ou un député de Louisiane qui avait sénateur, qui était une des personnes qui avait fait beaucoup de pression sur Donald Trump pour calmer ses tarifs. À cause du soja. La Chine est un énorme importateur de soja américain. Donc si vous voulez, la Chine peut faire mal aux États-Unis. Et il y a autre chose aussi, c'est que, et là, un journaliste chinois décrivait ça aujourd'hui, sur les possibilités de négocier entre Xi Jinping et Trump. Que Xi Jinping peut se permettre une guerre commerciale, il ne pourra jamais se permettre une négociation qui le mettrait dans une position dans le bureau ovale comme Zelensky. Donc il y a ce désir de ne pas être humilié, de se montrer fort. Et puis, et du côté des États-Unis, il faut aussi savoir que Donald Trump on veut vraiment faire une sorte de guerre avec la Chine. Donc on ne va pas vraiment s'attendre à ce qu'il relâche les tarifs de façon
très importante, comme il l'a fait avec le reste du monde. Donc là, on va vraiment vers une potentielle guerre commerciale. La Chine peut faire tête à Trump beaucoup mieux, en tout cas, que n'importe quel autre pays ou même groupe mondial. Enfin, si l'Union européenne décidait vraiment de se serrer les coudes et d'agir, je pense qu'avec notre force économique, nous pourrions le faire, mais bon, on n'y est pas encore. Greg, Trump joue quand même avec le feu quand on parle de cette guerre qui était programmée. Est-ce qu'il y a une asymétrie dans le rapport de force? On sait que dans les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis dépendent. Oui, le déficit commercial de la Chine est très important. Il joue avec le feu, effectivement. Également au niveau politique, évidemment, on a tous en tête que les élections de mi-mandat, c'est très bientôt. On a évoqué en début d'émission la pression que les élus républicains ont mis sur Trump en tout début de semaine pour qu'il revoie cette politique de tarifs. Il joue, c'est un gros risque qu'il prend parce que si l'inflation et la récession arrivent aux États-Unis, il le paiera sans doute au niveau politique dans un an et demi maintenant, les élections. Oui, les midterms. Donc oui, je pense qu'il joue vraiment très gros sur un plan politique. Et c'est pour ça que les républicains, dans son camp, s'inquiètent. Merci d'avoir participé à ce grand dossier.